Bienvenue dans ce format short du podcast Health Tech in Progress, format que je produis en partenariat avec l'ASIP Santé, l'association des cadres des industries de santé. Ce format short est un format plus court dans lequel je reprends un épisode passé et dont j'extrais les éléments les plus pertinents, les plus intéressants. Et dans cet épisode, j'échange avec Clément Gers, CEO de Synapse Medicine. Brièvement, Synapse a pour mission de permettre à tous l'accès à une information fiable et utile sur le médicament. Dans cet épisode, on parlera donc de Synapse, des challenges à relever quand on s'adresse à plusieurs verticales en même temps, et de comment monter en compétences entrepreneuriales quand on vient de filière santé. Bonne écoute à vous. Et donc maintenant, est-ce que tu peux nous présenter plus en profondeur Synapse ? Parce que je sais que vous travaillez sur plusieurs verticales. Vous avez des verticales médecins, pharmaciens, hôpital, patients aussi maintenant. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le spectre, le scope de Synapse ? Ouais, avec plaisir. Donc, comme je l'ai dit, vraiment notre mission chez Synapse, ça a toujours été, et ça l'est toujours, de permettre à tous l'accès à une information fiable et utile sur les médicaments. Et donc il y a le mot tous qui arrive très vite, d'où le fait que on adresse à la fois les médecins, les pharmaciens et les patients. Pourquoi on fait ça ? De base, on fait ça parce que, je le rappelle, parce que c'est encore trop peu connu comme sujet. Rien qu'en France, le fait de mal utiliser les médicaments, c'est 130 000 à 150 000 hospitalisations évitables par an et entre 15 000 et 30 000 décès chaque année. D'accord, et je crois que par rapport à ça, c'est quoi ? C'est 40 à 70% qui seraient évitables ? C'est dur à juger, mais une très forte proportion est évitable, ouais, largement au-dessus de 50%. Et donc, pour bien préciser à tous les auditeurs qui ne sont pas de la santé, c'est pas forcément que les gens se trompent, hein, c'est pas une erreur du pharmacien ou une erreur du médecin, voilà, c'est juste qu'en fait, c'est compliqué de bien utiliser les médicaments. Il y a besoin de plein d'informations, les patients sont de plus en plus chroniques, entre guillemets, ça veut dire qu'ils ont de plus en plus de maladies chroniques, des diabètes, etc., donc de plus en plus de médicaments. Et quand on voit le patient soit 3 minutes au comptoir, soit 15 minutes de consultation, c'est pas forcément évident d'avoir le temps de revoir son ordonnance à fond. Et donc voilà, donc le constat de base de chez Synapse, c'est qu'il y a cette problématique qui existe pour de vrai, donc avec des gens qui décèdent malheureusement, des gens qui sont hospitalisés, basé sur le fait que c'est très complexe aujourd'hui de bien pratiquer la médecine et la pharmacie là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de médicaments. Les patients sont, on l'a dit, complexes. C'est une tendance qui s'accentue. Et puis l'autre constat, c'est que globalement, les médecins, les pharmaciens et les patients sont pas très satisfaits des outils qu'ils ont à leur disposition pour prescrire, pour délivrer, pour avoir de l'information sur les médicaments. C'est souvent des solutions logicielles qui ont 20 ans, qui n'ont pas beaucoup évolué. Je peux confirmer. Voilà, il y a des alertes partout, c'est l'enfer, etc. C'est pas du tout user-friendly. Et puis, ça n'a pas été pensé pour vraiment pour la pratique quotidienne. Donc, on s'est dit, il y a ce problème de vraiment épidémiologique presque. Hein, il y a des gens qui meurent. En plus, les gens sont pas satisfaits de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont. On peut essayer de faire quelque chose. Donc, on est une boîte vraiment technologique parce qu'on adresse le problème que je viens de te dire là de deux manières. La première chose, c'est que vraiment la façon dont on a de générer de l'information, hein, en gros. À la base de tout ça, il faut quand même être capable de donner la bonne information à un médecin ou un pharmacien ou à un patient. Nous, on essaie de créer cette information à base d'algorithmes de traitement automatique du langage qui vont en fait chercher dans les documents de référence comment on doit bien utiliser les médicaments. Parce que tu as plein de documents qui expliquent comment on doit utiliser les médicaments, donc les notices des médicaments par exemple, mais aussi les fameux RCP, c'est les notices pour les professionnels de santé. Tu as plein de recommandations de la Haute Autorité de Santé, bref, tu as plein de choses, mais c'est du texte. C'est 200 pages de texte et donc c'est ingérable à lire quand tu es en consultation. Donc nous, c'est nos algorithmes qui parcourent ces documents, qui essayent d'extraire l'information, de la comprendre et après de mettre tout ça dans ce qu'on appelle une base de connaissances. Donc ça, c'est la partie tech et puis on pourrait presque s'arrêter là. Mais en fait, au-dessus de ça, on construit vraiment des solutions logicielles. Hein, c'est du SaaS, donc c'est une appli et puis c'est une plateforme disponible partout sur tout navigateur, qu'on a pensé très user-friendly, vraiment, on a beaucoup travaillé avec nos médecins, nos pharmaciens pour la rendre vraiment très simple d'utilisation, où tu vas pouvoir justement optimiser une ordonnance, donc charger plein de médicaments, charger des informations sur un patient et en une seconde voir ce qui va pas, comment tu pourrais optimiser cette ordonnance.
Et puis de plus en plus aussi, on a des vrais outils métiers très complets sur des choses un peu plus spécifiques à l'hôpital, des trucs qu'on appelle la conciliation médicamenteuse, etc. Donc voilà, en 2 mots en tout cas, on a tous les outils qui permettent d'aider à prescrire, délivrer et avoir de l'information sur les médicaments. Maintenant, on va passer sur une petite partie challenge. Tu as évoqué énormément de thématiques que vous traitez. Donc déjà, avec quelle thématique vous avez commencé et quelle est la première action que tu as fait quand tu as décidé de lancer Synapse? Alors la toute première thématique qu'on a traitée, c'était vraiment un micro use case entre guillemets, c'était celle des interactions médicamenteuses. Donc les interactions médicamenteuses, c'est ce qui se passe quand 2 médicaments sont pris en même temps et se potentialisent ou justement s'inhibent, bref, qu'il y a une action d'un médicament sur un autre. Et donc on avait une petite barre de recherche et puis tu rentrais deux ou trois médicaments et tu avais des informations sur ces interactions médicamenteuses. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est le mettre, dès qu'on a eu quelque chose d'à peu près utilisable qui tenait avec des ficelles et qui était très très moche à voir, on l'a mis dans les mains d'utilisateurs, donc de médecins, de pharmaciens, pour avoir du feedback et pour itérer en fonction de ce qu'ils nous disaient. Et depuis, on a gardé la même philosophie, c'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, enfin même maintenant, on crée les choses avec les utilisateurs cibles et on le met le plus vite possible dans la main des gens et on itère. Donc, et juste du coup, pour revenir sur cette première action, quand tu as décidé la toute première chose, je veux dire le premier acte que tu as fait, est-ce que tu as fait un PPT, est-ce que tu as pris une feuille, un crayon et tu as écrit les grandes lignes de Synapse? Ben non, on a fait du code. Hein. Directement? Ben en fait, on savait pas comment monter une startup, c'est-à-dire que vraiment, on s'est pas réveillé un matin en disant on monte une boîte. On a dit on a ce problème sur les interactions médicamenteuses, on va essayer de faire un petit soft, un petit site qui va y répondre. Et donc du coup, on a commencé par coder un petit truc et puis après, comme c'était cool, on l'a mis dans les mains des utilisateurs jusqu'au jour où des gens ont voulu payer pour. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit oulala, mais pour faire une facture, faut avoir un cabis, non? Pour un cabis, faut une boîte. Et on a monté une boîte. Ah, c'est un petit peu magique, c'est un petit peu ce que tous les entrepreneurs recherchent, que ça soit le client qui vienne directement et que tu n'aies pas besoin de vendre finalement. Oui, alors je te rassure, depuis on vend. Hein. Mais, tu t'es un peu t'es monté en skills là-dessus sur la vente. Non, mais effectivement, en tout cas, je pense que l'une des choses qu'on a bien fait chez Synapse, on le savait pas, hein, tout ça était, enfin c'est facile à posteriori de refaire l'histoire et d'avoir dire tout ça a été pensé. Enfin, ce que je peux te garantir, c'est qu'à l'époque, on faisait c'est toujours le cas d'ailleurs, mais on a vraiment fait les choses par passion et parce qu'on était intéressé par ce sujet en fait, vraiment, et parce que c'était un problème qu'on avait dans notre vie de tous les jours et qu'on avait l'impression que d'autres gens l'avaient. Et c'était très lointain dans notre tête, justement du fait que j'avais pas du tout été formé à l'entrepreneuriat, je savais même pas ce que c'était trop une start-up ou monter une boîte. Et ben c'était très loin dans ma tête tout ça. C'est venu petit à petit, assez rapidement je me suis dit ok, ça pourrait peut-être faire une boîte et on pourrait faire des choses. Mais je pense que c'est la clé, l'une des clés en tout cas du succès ou d'un début de succès, notamment en santé où vraiment la santé c'est dur, c'est long. Faut être passionné, quoi. Parce qu'en fait, si t'es pas passionné et si t'es pas OK pour y consacrer 10 ans, bah, je pense qu'au bout d'un an, tu vas juste, vu le nombre d'obstacles et vu la lenteur des choses, bah, si t'es pas honnêtement passionné par le sujet, je sais pas comment tu tiens. Ok, d'accord. J'ai une autre question très intéressante, et là, celle-ci, je pense qu'elle va vraiment intéresser les auditeurs qui sont souvent issus de filière santé. Tu viens de dire que quand tu as commencé, tu connaissais rien du tout en entrepreneuriat. Comment tu as fait pour monter en compétences rapidement? Autrement peut-être que par la pratique. Alors, pour être honnête, quand même, la Business School de Stanford m'a bien aidé, notamment sur la partie finance. Dans les faits, il n'y a rien d'inaccessible, mais ça m'a permis de lever un peu une inhibition qu'on peut avoir quand on a fait juste de la santé, de se dire oh là là, tout ça c'est trop compliqué, ou oh là là, je suis pas formé, donc j'y connais rien. J'ai surtout pu du coup travailler avec d'autres gens, tu vois, à la Business School de Stanford, les gens ils venaient de plein d'autres filières et te rendre compte qu'en fait, bah, un fichier Excel financier, une fois qu'on te l'a expliqué une fois, franchement, quand tu as fait des études de santé, tu es largement capable de comprendre un fichier Excel. Et donc voilà, donc ça m'a vraiment enlevé cette inhibition de se dire c'est pas à ma portée. Et puis après, j'ai lu pas mal de choses. Moi, je peux recommander vraiment, si j'ai une source d'information à recommander, c'est le blog de Paul Graham qui est fondateur de Wix.
C'est le gros entrepreneur, il me semble, il est cité un peu partout. C'est Ouais, Y Combinator, c'est mais ça? c'est pas pour rien qu'il est cité partout. C'est le mec qui a créé Y Combinator, qui est le plus gros incubateur de start-up à San Francisco. Et quand vous tapez Paul Graham, donc Paul comme Paul et puis Graham, Graham, dans Google, son site sort tout de suite. Et il a fait des essais, en fait. C'est des petits textes qui prennent entre 10 et 20 minutes à lire sur plein de sujets de comment on monte une boîte. Et ça a pas pris une ride. Et vraiment, c'est rien qu'avec ça déjà, il y a un truc à lire, c'est ça. Ok, d'accord. Par rapport à tout ça, parce que vous êtes quand même sur, donc comme on l'a dit, sur beaucoup de verticales, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre le focus quand on est sur autant de branches de l'arbre? C'est une très bonne question et une question qu'on s'est longtemps posée et aujourd'hui sur lequel je pense qu'on a des réponses satisfaisantes. D'accord. Je veux bien les entendre. Ouais. En fait, nous on considère qu'on a un seul produit et d'ailleurs aujourd'hui on a accès à Synapse sur une seule URL. Donc ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'on a vraiment en termes tech, en termes product, mis un point d'honneur à pas se disperser et à toujours penser les choses de manière pour qu'elles restent scalables, pour qu'elles restent maintenables et pour qu'il y ait une cohérence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ok, on adresse des médecins et des pharmaciens par exemple, mais en fait on les adresse avec un seul et même produit qui est dans app.synapse. La façon dont on gère les choses, c'est que suivant que tu es médecin à l'hôpital, médecin généraliste, pharmacien hospitalier, pharmacien d'officine, en fait, tu vas renseigner ton profil dans Synapse et tu vas pas avoir exactement les mêmes features, les mêmes fonctionnalités qui vont s'afficher dans la plateforme. On va en désactiver certaines, on va en activer d'autres, on va ouvrir des pans entiers de Synapse pour toi, mais ça reste le même produit. Et à l'échelle vraiment de l'architecture informatique, on a tout centralisé et mutualisé avec nos composants qui sont dispositifs médicaux et qui se retrouvent un peu partout. Donc déjà, ça, en termes projet et en termes tech, c'est une vraie absence de dispersion et ça nous aide. Et ensuite, en fait, finalement, l'une de nos forces, c'est d'être présent sur beaucoup de segments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très présent sur le secteur hospitalier avec la conciliation médicamenteuse. On est bien présent sur l'aide à la prescription, en télémédecine et puis même en médecine de ville, maintenant ça commence. On est un peu moins présent sur le secteur des assurances, mais c'est en large partie dû au Covid parce qu'on a un petit peu ralenti nos efforts là-dessus. Mais en fait, chacun de ces segments renforce les autres et ça fait du cross-sell entre les différents segments. Donc nous, la façon dont on voit les choses, c'est vraiment qu'on a une plateforme qui aide justement tout le monde et qui finalement, certes, adresse plusieurs segments, mais avec la même proposition de valeur, avec les mêmes éléments de sécurisation, de gain de temps, avec un seul et même produit. Et donc, on est en fait assez peu dispersé. Ce sont les clients que tu viens de citer, donc hôpitaux, assurances, plateformes de télémédecine, c'est eux qui payent directement pour la solution? Exactement. En fait, on cible pas du tout les professionnels de santé individuels pour l'instant. Donc, un médecin, un pharmacien vraiment à titre individuel, certes, il peut s'abonner à Synapse, mais c'est pas ce qu'on vise et c'est très 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 loin d'être le gros de nos revenus. Aujourd'hui, vraiment, oui, c'est les hôpitaux, les mutuelles et les boîtes de digital health en général, dont les boîtes de télémédecine font une grosse partie. Et puis on a quand même la particularité d'avoir en client aussi des institutions, puisqu'on a le ministère de la Santé en client et on a l'Agence nationale de sécurité du médicament. Je sais que j'ai eu déjà Marie-Laure Saillard sur le podcast, donc CEO de Médocteur dans l'épisode 10. Tout à fait, un super Et partenaire. bah, justement, le fait que tu évoques le terme partenaire, comment se formalise ce partenariat tout simplement entre vous et Médocteur, entre vous et une plateforme de télémédecine? Alors, Marie-Laure, je la connais bien, mes docteurs, c'était notre premier partenaire en télémédecine, donc c'était les premiers à nous avoir fait confiance et on bosse super bien avec eux depuis. Je trouve que c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont développé et tout ce qu'ils ont fait chez mes docteurs depuis maintenant plus de 2 ans. Donc j'utilise le terme partenariat parce qu'effectivement, on n'a pas du tout, nous, un mode où on serait juste une brique technologique sur étagère, hop, voilà, vous intégrez Synapse, vous sécurisez les prescriptions. On est vraiment dans un dialogue avec les équipes de mes docteurs, on se voit plusieurs fois par an, on échange sur nos roadmaps respectives, on fait des case studies ensemble, on voit ce qui ferait sens à pouvoir pousser ensemble, etc. Et c'est comme ça que ça nous intéresse de travailler, c'est comme ça d'ailleurs justement qu'on travaille avec les équipes de Marie-Laure. Et je pense que c'est ce qui fait sens parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le domaine de la santé que si chacun reste complètement dans son coin, on va pas y arriver.
Donc vous leur fournissez des briques technologiques à intégrer à la plateforme pour la prescription Exactement. En fait, la plateforme de prescription sur MedDoctor, c'est du Synapse. Donc, quand un médecin arrive au moment finalise sa téléconsultation et veut prescrire sur MedDoctor un traitement, et ben, il le fait en fait avec les différents composants Synapse. Il voit un petit logo Synapse, mais il est toujours dans son environnement parce que MedDoctor a intégré directement les composants dans sa plateforme. Et du coup, l'ordonnance est sécurisée en temps réel. Ce qui permet à la fois pour les médecins de MedDoctor un plus grand confort d'utilisation, un gain de temps, et puis pour les patients, c'est l'assurance d'avoir des ordonnances qui sont sécurisées et qui sont bien vérifiées. Ok. Et toujours sur ce business model, pourquoi avoir décidé de développer une interface patient? C'est ça que j'ai eu un peu plus de mal à comprendre dans votre approche. Quel est l'intérêt pour vous d'adresser directement les patients? Et donc je crois d'ailleurs que vous avez un abonnement premium et un abonnement gratuit pour les patients. Tout à fait. Donc, on a effectivement une app qui s'appelle GoodMed. On a choisi de lui donner un nom particulier. On pourra expliquer pourquoi. Franchement, le choix de base, et ça c'est propre au fait que c'est deux médecins qui dirigent la boîte, c'est parce qu'il y en a besoin pour les patients et que notre but, c'est vraiment de sauver un maximum de personnes et d'aider un maximum de personnes. Et que donc, ça nous semblait évident qu'il fallait aussi qu'on ait un produit pour les patients. Donc, ça part vraiment du fait de se dire qu'on veut aider un maximum de gens. Donc, comment ça se formalise? C'est une app avec... Alors, tu vois, tu connais, je pense que tout le monde maintenant connaît Yuka pour les aliments. Et bien, c'est comme un Yuka, mais pour les médicaments. Donc, ça veut dire que tu peux scanner tes boîtes de médicaments ou même scanner ton ordonnance pour rentrer tes différents thérapeutiques, renseigner quelques informations sur ta santé. Et on va te donner plusieurs informations. On va te donner des informations sur ton niveau de risque sur ton ordonnance, si elle est un peu chargée en médicaments. Mais surtout, si tu veux t'automédiquer ou si tu veux, ou si on vient de te prescrire un médicament ou autre, tu vas pouvoir vérifier si tu peux prendre ce médicament en fonction, bien sûr, de ton état de santé et des autres médicaments que tu auras renseignés. Donc voilà, le but c'est d'éviter plein de drames comme il y en a régulièrement avec des gens qui se surdosent en paracétamol sans le savoir, ou des femmes qui prennent de l'ibuprofène tardivement dans la grossesse. Enfin voilà, un certain nombre de choses qui qui sont bien connues. La NSM a encore lancé une campagne de sensibilisation justement sur médicaments et grossesse. Il y a un vrai besoin. Et aujourd'hui, il n'y a pas des tonnes de solutions qui permettent d'avoir de l'information rapidement de manière fiable. D'accord, donc c'est les assurances qui vont vous suivre sur cette démarche-là. Alors, on a une version gratuite, hein. Tout le monde peut télécharger GoodMed et l'utiliser de manière gratuite. Et il y a une offre GoodMed Premium qui est centrée autour de la famille, en fait. C'est-à-dire que notamment, si tu veux pouvoir renseigner les profils de tes proches, donc par exemple de tes enfants ou de tes parents s'ils sont âgés et que tu les aides sur leur traitement, etc., là, on rentre dans une logique d'abonnement et donc tu as des fonctionnalités un peu en plus. Tu peux renseigner, comme je te le disais, les profils et les sauvegarder. Et ça, notre modèle, c'est pas forcément que les gens s'abonnent par eux-mêmes, mais c'est plutôt effectivement que les complémentaires santé le financent pour leurs adhérents. Ça me fait faire la transition automatique vers l'avant-dernière question. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui veulent entreprendre dans la santé? Oui, j'ai un conseil, c'est de faire des choses. Je m'explique. Je vois trop souvent des gens qui me disent je me suis pas encore lancé parce que j'ai pas encore eu la bonne idée. Mais en fait, la bonne idée, c'est un concept c'est un faux concept. C'est-à-dire aucune boîte se monte, aucune boîte qui réussit ne fait au final exactement ce qu'elle pensait faire au début. Il faut vraiment, en fait, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on découvre ce que le marché et les utilisateurs veulent. Donc, si j'ai un conseil, c'est juste, il faut arrêter d'être juste derrière son écran à rien faire. Il faut sortir, aller à des meet-up, faire des events, n'importe quoi, du moment que ça vous intéresse, et commencer à faire quelque chose, commencer à parler à des gens, monter peut-être une asso, etc. Même si au début ça ressemble pas à une startup, etc. Faire des choses, c'est assez magique, ça en engendre d'autres, et après ça fait comme un fil d'Ariane, et un beau jour on se rend compte qu'on a une boîte. Il faut pas juste attendre d'avoir la bonne idée parce elle viendra jamais toute seule. Ok, merci pour ce conseil. Et donc la dernière question que tu attends avec impatience, ma question totem, est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré qui peut t'inspirer tous les jours à défricher des territoires inexplorés en santé? Eh ben, ça va être une réponse un peu cliché, mais la raison d'être est moins cliché.
Moi, ça va être Elon Musk, mais alors pas du tout parce que de Tesla, tout ça, parce qu'il est riche et qu'il a un... Moi, c'est vraiment tout ce qu'il fait du côté de l'espace et de SpaceX qui m'inspire énormément. Je suis un gros passionné d'espace et d'aérospatial. Et Donc, tu vas bientôt prendre ton billet pour Blue Origin ou Virgin voilà, Galactic. exactement. Sauf que j'ai peur en avion, donc je sais pas, on verra. Mais non, mais en 2 mots quand même, il est arrivé sur une industrie qui stagnait complètement. Plus personne ne faisait de l'innovation sur des fusées depuis 40 ans. Et juste parce qu'il rêve de coloniser Mars, il s'est lancé dans ce truc complètement gigantesque. Tout le monde lui disait que ça pouvait pas marcher, etc. Et à force d'efforts, etc., il est en train d'arriver à envoyer des gens sur Mars. Et donc c'est quand même un explorateur parce que je trouve qu'il le fait dans le but d'aller explorer des nouveaux territoires, pour le coup complètement inconnus de l'humanité. Et ça m'inspire beaucoup. Ok, merci pour cette réponse. On voit clairement le parallèle entre les entrepreneurs santé et pareil, Musk qui va défricher des trucs complètement inexplorés. Merci beaucoup Clément, donc c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On a duré un peu plus longtemps que prévu, mais c'était vraiment très sympa. Donc encore merci à toi et puis bravo pour ce que vous faites avec Synapse. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.